va tout de suite passer à la première table ronde. Donc, je vais appeler les intervenants à venir me rejoindre à la table ici. Donc, Sergio Vasquez-Bronfman, qui est de la maison, qui est de l'ESCP Europe. Géraldine Transo, qui est directrice générale de Future Skills de Manpower Group. Alain Souligne n'a pas pu venir, il est remplacé par Olivier Bréchard. Olivier, installe-toi, je t'en prie. Directeur général de Webforce 3. Et Raphaël Attias, qui est directeur de la recherche et de l'innovation à Lord France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un marché de l'emploi, du travail qui est en train de se transformer. Cette transformation, ma première question, c'est de quelle manière vous l'abordez. Je vais commencer par donner la parole à Sergio Vasquez-Bronfman qui nous accueille et qui va profiter de ce moment pour répondre à cette question. Je veux juste commencer par donner la bienvenue à tout le monde dans notre maison et remercier nos amis de Cap Digital d'avoir organisé un événement si intéressant sur des choses qui nous concernent directement, comme les métiers de demain, puisque nous sommes une institution de formation et de recherche. Nous sommes directement concernés par la problématique. Voilà. Comment vous abordez cette transformation du marché du travail en tant que grande école? De quelle manière vous arrivez à être en phase justement avec ce marché du travail qui est en train de se transformer? Alors, la question qui est difficile ici, c'est comment faire en sorte de réorganiser nos formations afin de former au métier de demain, et notamment aux métiers qui n'existent pas encore et qu'on ne connaît pas. Eh bien, la réponse tient en un seul mot: réactivité, par opposition à prévision. Car moi, qui suis déjà dans un âge assez avancé, ça a que des avantages, mais ça a un avantage, qui est qu'on a une perspective historique. Et la perspective historique vous permet de voir des récurrences dans un domaine où tout a changé depuis 40 ans, si fréquemment. Et s'il y a une récurrence que j'ai personnellement pu observer, parce que je suis dans cette industrie depuis la fin des années 70, quand j'étais étudiant d'ingénieur, c'est que les prévisions, eh bien, elles se trompent toujours. Et elles se sont toujours trompées, notamment sur l'impact des technologies digitales sur l'emploi et la création de nouveaux métiers. Et je vais donner juste un seul exemple. Deux, très courts. Le premier, c'est qu'à la fin des années 80, on parlait de robotique et d'intelligence artificielle. Maintenant, on parle de renouveau d'intelligence artificielle parce qu'il y a eu déjà une période des systèmes experts, etc., à laquelle j'ai personnellement participé, et tout le monde pensait que c'était les métiers de demain, c'était l'intelligence artificielle, et que la robotique, c'était ça qui allait avoir un impact sur l'emploi, etc., et c'est là-dessus qu'il fallait former les gens. Mais en 1991, on parlait toujours de ça, mais personne n'avait anticipé l'arrivée de l'Internet un an après. Et depuis 92, quand l'Internet arrive, déboule, transforme tout, on a complètement oublié ce qu'on parlait de la robotique, de l'IA, etc. Et on a commencé à parler de l'Internet, du commerce électronique, les nouveaux métiers du commerce électronique. En 2000, on y était encore, mais personne n'avait anticipé l'impact des réseaux sociaux et l'arrivée des réseaux sociaux et tous ces métiers liés aux réseaux sociaux. C'est pourquoi, encore une fois, moi je dis tout simplement, il ne faut surtout pas essayer de prévoir l'avenir, il faut laisser l'avenir venir et avoir une organisation agile pour pouvoir réagir en temps utile aux nouveaux métiers qui effectivement vont avoir lieu quand ils arrivent. Voilà. Merci Sergio. Géraldine Transo, vous êtes directrice générale de Future Skills. Comment un grand groupe comme Manpower appréhende-t-il justement cette transformation du marché du travail ? Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Alors c'est vrai que Manpower Group est un formidable baromètre de l'emploi au niveau mondial et de ce fait voit toutes les mutations qu'il peut y avoir au niveau de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Et quand on voit Future Skills, donc, que je dirige, qui est la filiale Learning, qui est architecture des parcours de formation pour accompagner les entreprises sur ces changements de métier, pour accompagner les collaborateurs vers de un métier A vers un métier B, ou d'accélérer les compétences, ou changer les postures. En fait, cette transformation, on la voit partout. La première chose, c'est que toutes les entreprises sont concernées, déjà.
Il y en a certaines qui ont pu se dire il y a quelques années non, mais c'est pas pour moi. Bon, maintenant, je pense qu'elles ont toutes compris que de près ou de loin, elles sont concernées et par la robotique, le digital, la numérisation, etc. Ça, c'est la première chose. Et elles se mettent en marche. Le deuxième sujet, c'est les collaborateurs dans les entreprises. Alors, là, ça commence à venir. C'est-à-dire que quand on voit les salariés, quand on leur disait, voilà, l'entreprise se transforme, on va aller vers ces nouveaux métiers, c'était dans 10 ans, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, on se rend compte que les collaborateurs n'ont pas pris le même rythme de cette transformation, mais se rendent compte que, oui, compétences il y a, mais obsolescence des compétences il y a, et très rapidement. Le cycle de vie d'une compétence aujourd'hui est extrêmement court. Et quand vous rentrez dans une entreprise, votre compétence, elle n'a qu'une durée de vie. Et ce changement d'état d'esprit aussi intervient pour les collaborateurs et pas simplement pour les entreprises. Ok. Olivier Bréchard, directeur général de Webforce 3. Alors vous êtes directement en phase justement avec cette transformation, puisque vous vous formez principalement au métier du web, je crois. Nous, on a essayé d'apporter une double réponse. Une sorte de réponse extrêmement pratique, pragmatique aujourd'hui. Pour donner un chiffre, il y a 900 000 postes non pourvus en Europe aujourd'hui sur des métiers du digital, d'après la Commission européenne, des millions de chômeurs et des centaines de milliers de postes donc non pourvus. Donc la première chose et première urgence, c'est peut-être comment est-ce qu'on crée une passerelle pour permettre à des personnes d'être formées et d'accéder rapidement à l'emploi pour tous ces postes non pourvus, et c'est-à-dire c'est autant de postes qui ne seront pas créés, c'est-à-dire c'est autant d'emplois non créés, faute des formations existantes. Donc là, on a mis en place un système de formation qui sont des formations très intensives, 2-3 mois, en classe, avec des professionnels, où on ne forme pas seulement aux compétences qui ont aussi un temps de vie relativement rapide, donc on apprend bien différents langages web, mais on apprend à les appliquer. Et je pense que c'est un des gros enjeux aussi qui manque, c'est d'avoir formé des personnes qui savent appliquer dans le cadre d'un métier un certain nombre des compétences. Et celles-ci vont évoluer, donc on les prépare bien à continuer à apprendre et à apprendre en permanence. Mais donc juste, on forme par exemple, il y a des milliers de graphistes aujourd'hui qui ont du mal à trouver un boulot, soit qui sont vraiment au chômage, soit qui sont freelance et qui ont du mal à trouver un boulot. On va les former au travail de développeurs intégrateurs web. Et pour ça, pour surmonter un certain nombre de difficultés, on trouve qu'il est essentiel de pouvoir le faire aussi en classe, en groupe, et que nos écoles, il y en a une trentaine sur le territoire français, elles permettent d'avoir une grande proximité avec les attentes des entreprises aujourd'hui. Quels sont les langages, quels sont les outils et quelle est la manière de travailler. Donc ça, c'est une première chose, c'est par exemple pour ces graphistes, leur permettre d'avoir les compétences complémentaires 3 mois de manière intensive pour accéder à l'emploi et les accompagner dans l'emploi. La deuxième chose, c'est comme il y a cette obsolescence rapide des compétences et une évolution des métiers. Et ça, je donne un autre chiffre, c'est la Fondation pour les jeunes Australiens, Foundation for Young Australians, qui a fait une étude sur 12 millions de personnes, des milliards d'heures de travail, etc., sur les évolutions à venir des métiers, et qui prévoit donc pour les jeunes qui rentrent aujourd'hui à l'école et qui sortent en 2030, qui auront 17 postes ou types de travail différents. Ça, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est dans 5 carrières différentes. C'est-à-dire qu'il va falloir changer radicalement et réapprendre complètement. Et donc, comment faire ça, si ce n'est en se disant qu'on a tous les outils pour apprendre tout au long de la vie. Donc, on allie des compétences en classe, on apprend de manière très intensive, 35 heures par semaine, avec des plateformes en ligne qui permettent de suivre les individus, de voir comment ils évoluent et de leur reproposer dans l'emploi ou dans les périodes de transition, par exemple pour des graphistes, une formation en réalité virtuelle et réalité augmentée, qui, si on sait déjà faire du graphisme, on est déjà un bon graphiste, on sait faire de l'intégration web, d'apprendre ensuite les compétences complémentaires qui risquent d'émerger comme une des nouvelles interfaces, eh bien on anticipe ça. Et donc c'est bien en réactivité, c'est avec les éditeurs, avec les entreprises, mais d'imaginer des formations intensives, rapides, agiles, qui mettent dans l'emploi, et d'imaginer des parcours tout au long de la vie, et on va suivre les personnes. Donc la plateforme est accessible gratuitement, et on va essayer d'accompagner les personnes en fonction de leur goût et des besoins du marché à un moment donné, sur un territoire donné. C'est la dernière tâche. C'est très très important de se dire qu'on a une proximité aussi locale. Donc les écoles, elles sont dans toute la France, y compris dans les zones rurales. Voilà, parce que sinon, on est déconnecté des entreprises qui embauchent derrière. Donc plutôt PME, TPE, mais aussi des entreprises moyennes, enfin plus grosses. Donc on a de la réactivité, on a des compétences qui doivent s'adapter, on a des cycles de formation qui se raccourcissent. Et du point de vue de l'ORT, c'est un organisme de formation qui est plus que centenaire, je crois. Alors on dira entreprise, parce que c'est le mot à la mode, et puis organisme.
qu'on est censé évoluer dans un processus de digitalisation au sens fort. L'histoire de l'ORT est une histoire de transition en tant qu'institution qui a travaillé sur des programmes de R&D, sur plusieurs thématiques du futur de l'apprentissage, thématiques de la démocratie digitale ou e-gouvernement, les thématiques d'inclusion sociale, avec bien sûr la composante I. Mais on est parti très tôt sur des enjeux de formation, avant même que nous arrivions à la révolution digitale, je dirais, affirmée aujourd'hui, qui repose sur une culture de l'innovation qui est rentrée en force par notre approche vis-à-vis de nos clients entreprises, mais aussi de nos clients étudiants, élèves, d'un point de vue, je dirais, mondial. Notre approche aussi s'est alignée beaucoup avec la feuille de route européenne depuis 1995 et 98, etc., qui est la feuille de route sur les programmes de R&D européennes, qui ont été un petit peu le tempo, en tout cas le métronome des enjeux, je dirais, de disruption de l'éducation, de la formation, et plus près maintenant de la grande coalition européenne pour les jobs, je dirais, et pour les compétences numériques, et qui bien sûr s'inscrit sur des piliers, en tout cas essentiels en termes de compétences, qui sont la cybersécurité, l'IoT, le big data, et je dirais le marketing digital, qui est pour la commissaire européenne Maria Gabriel un enjeu majeur, et donc qui conforte la position des nouveaux métiers. Donc ça, c'est important. D'abord, dire que la formation a toujours existé. Les formations au langage, à la programmation, au développement, on a quand même, je dirais, nourri des centaines de SS2I en développeurs, en ingénieurs d'études sur du Java, sur du consulting. Le seul virage aujourd'hui, c'est que la transformation digitale nous amène à penser différemment la démarche compétence, parce que la transformation digitale, c'est avant tout l'expérience client et la donnée. Et la force aujourd'hui que nous ajoutons dans notre composante formation, c'est d'avoir des outils assez puissants, orientés IA, big data, analytics, qui nous permettent en amont je dirais, de détecter le potentiel de l'apprenant et de l'envoyer de façon intelligente vers le cursus en termes de compétences. Donc c'est ce virage un petit peu de l'expérience client qui est fondamental, et encore une fois, ça ne peut se faire que si la culture de l'innovation devient le moteur de la transformation dans l'écosystème client et apprenant. Une culture de l'innovation qui vient s'ajouter avec une dimension politique, puisque l'Europe est aussi un catalyseur, je dirais, du dispositif de formation, des enjeux de disruption et des enjeux aussi de pouvoir répondre à la formation et aux besoins des entreprises au niveau européen, puisque tout à l'heure, Olivier disait un nombre de candidats. Le dernier pourcentage, la dernière analyse statistique fait référence à plus de 900 000 personnes en compétences numériques au niveau européen. 900 000. Oui, une autre statistique que j'avais lue dans un rapport européen, c'était que 9 métiers sur 10 aujourd'hui a nécessité des compétences numériques, et 4 salariés sur 10 n'avaient pas ces compétences aujourd'hui pour les exercer. Cette question justement des compétences, c'est un peu le deuxième niveau. De quelle manière aujourd'hui on peut se former pour des métiers qui vont disparaître ? Est-ce que la clé justement, c'est pas se former sur des compétences uniquement ? Vous avez déjà commencé à y répondre, Géraldine, je peux vous laisser la parole. Comment se former sur les métiers de demain dont on ne connaît pas exactement le contour, hein ? C'est vraiment ça. Alors nous, on a une conviction chez Future Skills, c'est que premièrement, on ne cherche pas. Je voyais, il y avait des étudiants dans la salle. La question n'est pas de savoir quel métier vous allez faire demain. C'est quels sont les métiers que vous ferez demain. Donc vous allez passer de freelance, salarié, entrepreneur, etc. Et donc, face à ça, c'est pas le métier en lui-même, c'est la compétence, c'est votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour avancer et pour relever tous ces changements qui vont parcourir votre vie professionnelle ? Donc, ça veut dire que nous, quand on met en place et en architecture des parcours de formation, la question, c'est pas ce qu'on met dans le parcours, c'est pas les compétences techniques. Non, c'est d'abord l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour apprendre ? Est-ce que vous avez envie d'apprendre d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes motivé ? Est-ce que vous avez le potentiel pour aller vers le job qu'on vous propose à la fin du parcours ?
Donc, le sujet, là, en tout cas, c'est une conviction chez Future Skills, c'est déjà de faire l'évaluation de tout cette photographie de vos compétences comportementales, de votre état d'esprit, de votre potentiel, de votre envie d'avancer, de votre motivation, de votre ADN, de votre driver. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qui va faire que vous allez être motivé pour monter la marche dans ce parcours de formation qu'on vous propose. Et ensuite, on pourra vous embarquer dans le parcours de formation. Voilà. Oui, Olivier, vas-y, sur ce sujet de montée en compétences, de quelle manière vous l'abordez, vous, à WebForce 3? Alors, je voulais rebondir sur la motivation. Ça, c'était un immense plaisir de travailler dans le cadre de WebForce 3, puisqu'on a formé plus de 1800 personnes aujourd'hui, et beaucoup d'entre elles, il y a toutes sortes de parcours, des personnes en reconversion, des ingénieurs informaticiens qui viennent apprendre le langage du jour. On a des publics qui viennent de tous horizons, beaucoup avec peu de diplômes. Et en fait, comme ce sont des métiers, et le secteur du numérique en général inspire, l'extrême motivation des gens font qu'ils se surpassent, qu'ils travaillent énormément et qu'ils arrivent, parfois avec des surprises absolument incroyables, à vraiment atteindre un très bon niveau. Et donc de croire dans cette motivation et cette capacité à apprendre, ça c'est le point de départ et je le trouve vraiment essentiel. Et on peut vraiment aller très loin. Et donc ça commence à changer un peu le regard aussi sur les meilleurs et les élites que l'on sait bien former. On peut former toutes sortes de personnes à évoluer dans ce monde du digital. Et je crois que c'est très important. Et ensuite, quand on regarde un peu en prospective, c'est de se dire que presque 30% de son temps devra être consacré dans sa vie à se former, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, peut-être plus. Enfin, c'est à peu près des chiffres qui, de la Russie au Vietnam où j'étais la semaine dernière, sont de se dire de plus en plus, il va falloir se former. Donc ce temps-là, il va falloir le ménager dans l'entreprise. S'il n'est pas dans l'entreprise, on pense que notamment des outils en ligne avec des temps réguliers pour venir se reformer au sein d'une communauté apprenante autour de mêmes sujets vont être très utiles. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place, c'est aussi un outil de suivi en ligne sur la durée, et puis aussi des lieux et des temps pour venir apprendre à plusieurs, voilà. Mais se dire, on forme des personnes à apprendre tout au long de leur vie, voilà. Et la motivation sert de moteur pour ça. Mais on parle même, c'est le professeur Anil Gupta en Inde, qui a créé un réseau d'entrepreneurs sociaux, le Honeybee Network, qui imagine que dans les années qui viennent, quel que soit son type de poste, on passera 25 à 40% à effectuer un peu des tâches au bureau, mais qu'une grosse partie de son temps sera nécessairement à réfléchir, à se poser des bonnes questions, à inventer des réponses nouvelles, et pas que pour des métiers haut de gamme. Donc c'est assez intéressant de se dire que dans les tendances qui vont arriver, la formation va faire partie à part entière du travail et que la frontière disparaît. Oui, effectivement. Un autre aspect, pour être en phase justement avec le marché, c'est la connexion avec les entreprises directement. De quelle manière vous organisez votre connexion avec le marché du travail, avec les entreprises, de telle sorte que vous puissiez proposer les formations les plus en phase avec elles? Eh bien, en reprenant un petit peu ce que disait Géraldine, la démarche, effectivement, que l'on construit avec l'entreprise, c'est une même démarche que pourrait construire, je dirais, un acteur du marketing en disant quel est le parcours client pour digitaliser la formation. Si on ne va pas plus parler d'un module qu'on va affecter, on va travailler avec l'entreprise pour comprendre ses enjeux. D'ailleurs, c'est là où nous sommes confrontés dans le cadre de l'initiative Paris Code sur le métier de data scientist, où nous allons former une trentaine de data scientists de niveau Bac plus 4, Bac plus 5. Et pour information, nous avons eu un sourcing extraordinaire qui m'a surpris, puisque étant moi-même ingénieur et docteur en formation, j'ai eu affaire à 25 docteurs qui se sont présentés, issus de mathématiques, de physique appliquée, de biologie moléculaire, etc., puis d'ingénieurs Supélec et autres, qui se sont positionnés. Et en même temps, j'ai été étudier le besoin en entreprise par rapport, que ce soit la banque, l'assurance, pour pas citer HSBC, Generali et Covea, qui ont défini un peu derrière en gros, je dirais, l'arc d'innovation, si je puis dire, que va suivre, je dirais, le futur recruté. Et donc, je pense qu'il y a un travail à mener en stratégie, je dirais, entre guillemets digital, si on veut lui donner une couche digitale avec derrière le côté data et autres, mais il y a aussi un travail à mener dans la transformation digitale de l'entreprise vis-à-vis de sa culture pour comprendre et construire avec elle cet enjeu compétence, puis ensuite dans un second volet cet enjeu métier pour asseoir le socle, je dirais exact. Mais il y a ce travail qui est à mener avec les employeurs et ou les entreprises de aussi comprendre
les enjeux qui sont liés à ces méga tendances en matière, je dirais, de métier. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui des profils de creative technologies, d'inbound marketeurs, de growth hackers? Est-ce que, pour se connecter un peu à la thématique du jour, est-ce que ce sont des profils qu'on vient vous demander directement? Nous, ce n'est pas le genre de profil direct qu'on vient nous demander. Parce qu'en tant que dans grande école, on nous demande de former des gens, pas des métiers précis de maintenant, juste, mais disons des gens qui soient capables de, dans 30 ans, avoir su s'adapter aux métiers qui vont venir et qu'on ne peut pas prévoir qu'ils vont venir maintenant. Je ne pense pas d'ailleurs que dans 12 ans, 60% des métiers qui vont exister dans 12 ans, c'est en 2030, n'existent pas maintenant. Il suffit de se ramener à 2005, il y a 12 ans, et 60% des métiers qui existent aujourd'hui existaient aussi. C'est pas vrai que ça a changé à 60%. Okay, en 2005, les métiers de maintenant, c'est des métiers qui existaient aussi il y a 12 ans. Donc il y a du changement, mais ça n'arrive pas de manière catastrophique comme ça en 10 ans. Donc nous, on doit former des gens, surtout à avoir un certain nombre de connaissances et des compétences dont peut-être la plus importante, ça a l'air d'une idée reçue, mais c'est vrai de plus en plus, c'est apprendre à apprendre. C'est ça qui est important. Parce que ce qui se passe, c'est que l'accélération du progrès technique, ça fait déjà un temps qui a créé quelque chose qui n'existait pas avant dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'au moins de temps qu'il faut pour vivre une vie professionnelle, vos connaissances que vous avez apprises à l'université peuvent devenir complètement obsolètes au moins de temps qu'il faut pour vivre une vie professionnelle. Donc on est obligé d'apprendre systématiquement tout le temps et se faire des piqûres de rappel, voire des cursus complètement différents. Parce que c'est vrai que les métiers disparaissent, mais ce qui ne disparaît pas, c'est les fonctions. Exemple, le marketing, c'est quelque chose qui va continuer à exister, parce que concevoir des nouveaux produits adaptés aux besoins du marché, les inventer en anticipant ce que les gens vont vouloir, et puis après promouvoir ces produits, organiser leur vente et tout ça, c'est une conversation structurelle de toute société développée. Donc ça va continuer à exister. C'est les formes du marketing qui vont changer, ça c'est sûr. Mais ça, comme on ne peut pas l'anticiper, nous, ce qu'on fait, c'est de former les gens à des compétences de base et on donne en quelque sorte le vernis du moment actuel pendant les 3 ans ou les 2 ans qu'ils sont à l'école et surtout on les prépare à continuer à apprendre par la suite. C'est ça qui est fondamental. Voilà. Je me permets juste de rajouter quelque chose quand vous dites on doit apprendre à apprendre. Ça c'est sûr, ça c'est tout le monde en parle maintenant en pratique. Le sujet c'est que nous n'avons pas tous le même style d'apprentissage. Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire que certains dans la salle, vous allez apprendre en regardant une vidéo, d'autres en passant 3 jours dans une salle, d'autres en travaillant sur son mobile. Nous avons tous des styles d'apprentissage différents. Et donc à partir de là, les parcours de formation doivent être personnalisés en fonction de votre style d'apprentissage. Donc quand on fait des parcours de formation, en amont, on fait une photo effectivement de la motivation dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de votre learnability. Quelle est votre capacité d'apprentissage et ce style d'apprentissage? Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en place le parcours de formation qui va bien parce que derrière, vous atteindrez vos objectifs pédagogiques. Voilà, c'est une clé. Un tout petit mot pour répondre aussi à la question, est-ce qu'on a des nouveaux métiers qui apparaissent vite? On en voit dans le domaine du web apparaître vite quand même. C'est-à-dire que typiquement, on nous a demandé, là sont les éditeurs par exemple du framework Symfony, donc Sensiolabs, ou sur des métiers comme DevOps. Il y a 1 an, il y avait des besoins sur ce métier de DevOps qui fait un peu lien entre développeurs et un peu la maintenance système. Aujourd'hui, il y a des demandes énormes sur Paris. Et donc, on a une formation faite avec Sensiolabs sur le framework Symfony, une formation sur DevOps qui a été lancée. On a un CFA qui forme des Bac+5 en cybersécurité qui est venu nous voir pour faire un équivalent Bac+2 en cybersécurité, donc de concepteur intégrateur cybersécurité. Et ça, on l'a lancé au Salon de la cybersécurité à Lille la semaine dernière. En fait, du Data Protection Officer comme formation. Là, c'est un des métiers qui va être présenté aujourd'hui. Et ça apparaît quand même très très vite à la demande notamment de grands acteurs du numérique qui se disent là, on ne trouve pas ces ressources-là. On a trouvé quelques Bac+5 avec 2 ans, 3 ans d'expérience, mais on n'a plus. Il faut former des personnes nouvelles. Et c'est là où on intervient pour faire des formations intensives avec du suivi et très très exigeantes en qualité. Donc, Sensiolabs et Symfony, par exemple, c'est un très bel exemple de formation intensive, mais la demande explose.
Je voulais juste effectivement préciser qu'il y a deux niveaux de constat. Il y a le constat effectivement de pousser la démarche de bâtir une société apprenante. Et ça, c'est un enjeu majeur. Pour répondre un petit peu à la démarche d'apprentissage ou de style, il y a une volonté, puis aussi il est presque, je dirais, quasi fondamental de aussi disrupter les processus de formation. C'est notre rôle en tant qu'entreprise. Le virage qu'on doit prendre, qu'il soit lié à l'IA ou d'autres domaines, je dirais, d'analyse des données effectivement apprenants, ou des traces d'apprentissage, ou des autres processus qu'on peut effectivement préciser, mais ce n'est pas le cas ce soir, nous amène à renforcer ce discours et à bien asseoir la démarche que le savoir n'est plus un stock, mais c'est un flux. Et soit on prend avec effectivement le driver de flux, et on y rentre pour effectivement monter en puissance, et dans ce cas-là, effectivement, on devient, je dirais, dans une spirale qui nous catalyse. Pour répondre au métier du marketing, à la remarque de Sergio, le marketing, et je peux vous donner un peu un retour qui est récent, puisqu'on a formé récemment 125 filles et garçons, enfin candidates et candidats, dans les métiers du marketing, c'était du digital brand content, du digital analyst, etc. Et on avait dans les cursus à peu près plus de 70% de candidates et candidats émanant des grandes écoles, qui ont eu, comme on dit, la dose théorique nécessaire et suffisante, mais pas la démarche numérique de compréhension. Donc il a fallu effectivement avec elle leur expliquer la notion de parcours client, du marketing 4.0, de ce que c'était, de la notion des plateformes digitales, de leur pouvoir pervasif et envahissant. Et c'est cette dynamique qu'on doit mettre effectivement prendre en considération. Bien sûr, l'intérêt c'est qu'on avait un socle lourd, costaud avec ces personnes formées, et donc ça a été le taux de pénétration, je peux dire, a été très aisé. Donc l'absorption numérique s'est faite de manière, je dirais, simplifiée. Mais on doit prendre conscience que aussi dans les processus de formation, on est responsable, quand on est entreprise de formation, de venir apporter la goutte digital learning, qui n'est plus e-learning, elle est digital learning maintenant, parce qu'on oublie un peu les prémices et préambules des années 95 et 2000, puisque ça a émergé du fait de cette transformation, du fait de l'existence d'environnements multiples, qui soient micro-learning ou macro-learning. Je ne citerai pas les noms des marques, mais en gros des acteurs de contenu, des acteurs, je dirais, qui viennent apporter la démarche de formation et même de personnalisation au sens fort. Et on ne peut personnaliser que si on a des outils puissants de théorie des jeux ou d'intelligence artificielle. Donc on doit aujourd'hui poursuivre ce mouvement de disruption pour engager un maximum d'acteurs. Et d'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui est un peu la référence mondiale, qui est 412. Quand on pose la question à quelqu'un pour dire pourquoi 412, eh bien 412, c'est le nombre de candidats inscrits au master de Stanford Innovation and Entrepreneurship qui n'étaient pas sur le campus de Stanford, mais qui étaient à Singapour. Donc les 412 qui ont réussi, ils n'étaient même pas sur le campus. Ce qui signifie que la démarche de campus inversé, au sens du futur campus de Christina Ortiz du MIT, qui a quitté le MIT pour créer un campus inversé, sans professeur, sans salle de classe que des mentors, a effectivement un impact majeur en termes de disruption et de transformation digitale, et pour lesquelles les entreprises peuvent se connecter elles aussi pour pouvoir se former. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est la question des styles d'apprentissage. Je m'inscris en faux contre. Parce que même si les gens, c'est vrai, ils peuvent avoir des styles personnels qui leur conviennent mieux, mais c'est surtout, de notre point de vue, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent être apprises qu'avec un certain style d'apprentissage. C'est ça. Exemple, vous pouvez avoir un style d'apprentissage réflexif, c'est pas en réfléchissant dessus que vous allez apprendre à nager. Vous allez apprendre à nager dans la piscine, quand on sent qu'on se noie et en faisant les exercices que vous demande de faire le maître nageur, même si vous ne comprenez pas pourquoi et qu'est-ce que c'est, mais vous allez comprendre en le faisant, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc c'est complément du learning by doing. Si vous êtes à un style d'apprentissage complètement qui aime bien les cours traditionnels, etc., c'est très bien pour apprendre à propos de la philosophie, mais ce n'est pas comme ça que vous allez apprendre à faire de la science. À faire de la science, vous allez apprendre en faisant de la science, au labo, avec quelqu'un qui en sait plus que vous, qui sera votre coach, et en médecine c'est pareil, heureusement pour nous tous d'ailleurs. Okay. Par contre, à partir de certains moments, on peut prendre du recul pour réfléchir sur une pratique que l'on a. Et c'est à ce moment-là que les connaissances des autres vont faire sens.
Mais le style d'apprentissage, il doit s'adapter à ce que l'on doit apprendre surtout. C'est ça la question. On va conclure avec une ou deux questions du public s'il y en a. Est-ce qu'on a des questions du public ? Le public que vous adressez, est-ce qu'il n'est pas anxieux justement quand on parle de cet environnement de travail qui est en train de changer, de ces nouvelles compétences qu'ils devront acquérir tout au long de leur vie, de ces métiers, différents cursus ? Est-ce qu'on n'est pas inquiet ? Est-ce que vous n'avez pas affaire à un public un peu plus inquiet que précédemment, où on avait des perspectives de carrière qui étaient beaucoup plus stables en fait ? Je comprends tout à fait que, par exemple, dans les années 80, j'ai participé à des formations à la robotique pour des ouvriers de Renault, par exemple. Ils étaient extrêmement inquiets, et à juste titre, parce qu'effectivement, il n'y a plus de gens dans les chaînes de montage. Ça a complètement disparu. Et ces emplois ne sont plus revenus du tout. Et le problème, c'est que macroéconomiquement, dans l'histoire, c'est vrai qu'après, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Le problème, c'est que l'ouvrier qui était là à la chaîne, c'est pas lui qui va devenir webmaster ou spécialiste en intelligence artificielle. Donc on a un problème là de transition économique et exclusivement sociale qui est extrêmement important. Nos étudiants, par rapport à la situation actuelle, ils sont pas anxiogènes du tout. Au contraire, ils sont extrêmement excités. Ils trouvent ça vachement sympa qu'en fait tout soit à inventer et qu'ils vont être acteurs de tout ça. Et c'est pas pour rien que, par exemple, si quand je suis entré à l'école en 92, il y avait une bonne partie des étudiants qui allaient dans une option qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelait audit. Okay. Maintenant, de manière croissante, ils vont vers innovation, entrepreneuriat, et c'est pas un hasard. Et quand on est actif en reconversion, par exemple, est-ce qu'on n'est pas non plus un peu anxieux si on doit se former comme ça à des compétences, parfois un peu techniques, qui sont demandées ? Là, je demande plutôt à Géraldine. Je pense que nous, on adresse à un public de candidats qui est très varié, donc au sein des entreprises ou des demandeurs d'emploi. Il ne faut pas se voiler la face, se dire que tout est beau dans un monde merveilleux et qu'il y a plein d'opportunités. Non, il y a de l'inquiétude, il faut être clair. Maintenant, il faut savoir donner du sens. Voilà. Je suis complètement d'accord avec monsieur. C'est sûr que nous, on le voit, puisqu'on est vraiment au plus près des territoires, que ce soit au niveau de la France, au niveau mondial, on voit bien quelque part cette fracture sociale qui peut arriver, où il y aura des emplois. L'IA ne va pas détruire les emplois, va créer des nouveaux emplois. La question, c'est comment on travaille avec l'IA, et pas contre l'IA. Donc, oui, il y aura des emplois, mais effectivement, ils seront différents. Et tout le sujet et toute la politique sociétale que l'on doit avoir en tant qu'entreprise, mais pas simplement Manpower Group, mais c'est une politique gouvernementale aussi, c'est comment on accompagne tous ces demandeurs d'emploi qui sont décalés par rapport à cette robotisation, cette numérisation, etc., pour les emmener vers ces nouveaux métiers dont on a besoin. Parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des métiers, nous on le voit au quotidien, on parle de métiers de demain, mais des métiers d'aujourd'hui qui sont pénuriques. On n'arrive pas à comment dirais-je, subvenir à la demande de métiers d'industrie, dans les métiers de l'industrie, dans les métiers de production. Je ne parle pas de numérique, je parle de métiers de production. On n'arrive pas à subvenir à la demande. Donc la question, c'est comment on embarque tous ces gens qui sont demandeurs d'emploi, et on voit bien le décalage entre l'offre et la demande. Je vais donner la parole à... Un petit mot juste sur ce sujet-là. Nous, c'est vrai qu'on a l'occasion de former beaucoup de personnes qui rêvent d'aller dans ce secteur et qui n'avaient pas de passerelle pour y aller. Donc de leur dire, c'est possible, on vous a dit que vous n'étiez pas suffisamment bon en maths, mais en fait, si vous avez des bonnes logiques et si vous travaillez beaucoup d'entre vous vont y arriver. Ça, c'est plutôt une note très positive. Et après, sur d'autres découvertes qu'on fait, on a une école à Bordeaux, en partenariat avec la Philomatique, qui forme des artisans depuis 200 ans. Et attirer des jeunes vers les métiers d'artisanat, c'est pas forcément totalement évident non plus. Mais là, on a des artisans, menuisiers et autres, qui viennent se former au code et qui travaillent sur la cobotique. Et la cobotique, c'est comment je vais travailler en tant qu'artisan sur des métiers de l'artisanat avec mon savoir-faire, et les robots vont m'aider sur les tâches répétitives. Et ça, c'est intéressant de voir émerger des choses comme ça. Merci Olivier. Je donne la parole à la personne. Bonjour, merci déjà pour cette présentation. Alors ma question, j'avais deux questions en fait, c'est possible. Je sais pas. En fait, ma première, c'était par rapport aux différentes formations que vous présentez. Quel était le taux de réussite, pour arriver à trouver un emploi, et aussi dans la problématique d'aujourd'hui, le fait que en fait, de plus en plus les métiers sont multiples, qu'on demande à un graphiste d'être codeur, développeur, boulanger, cuisinier.
voilà, c'est quand même. Enfin voilà, moi je viens de finir mes études, je me suis mise en freelance, je cherche un emploi. Voilà, j'en ai discuté aussi autour de moi. Je pense qu'on est tous dans des problématiques où on trouve une offre et finalement il y a toujours une chose qu'on ne sait pas faire. Et puis en même temps il faut de l'expérience, donc voilà, donc comment on peut se dire voilà, je vais rentrer dans une formation et puis en fait une fois que j'aurai fini la formation il y aura encore un autre truc qu'il va falloir que je fasse, c'est encore un autre truc, enfin voilà, donc c'est juste qu'est-ce que vous pouvez répondre au fait qu'on arrive quand même dans une société, alors je sais pas ce à quoi c'est dû, où on demande plus un métier, on demande des métiers dans une fonction. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de postes ou pas assez de budget, enfin voilà, c'est un peu une double question. Merci. Quelqu'un pour répondre? On cherche toujours le mouton à 5 pattes quand on recrute. Toujours. Voilà. Ça, c'est évident. Tous les recruteurs qui sont dans la salle vous le diront. Le mouton à 5 pattes, mais alors si en plus c'est pour remplacer quelqu'un, alors en fait, on ne veut surtout pas prendre de risques. Donc on voudrait prendre exactement le même, sauf si vraiment c'est une catastrophe. Donc ça répond à un cahier des charges multiple. Moi, j'aurais qu'un conseil à vous donner. C'est votre état d'esprit. Vous n'allez pas parler du métier, vous allez parler de vous. Vous allez parler de vos compétences, de votre savoir-être. Quand je parlais de la motivation, de la façon dont vous envisagez le poste qu'on vous propose, c'est vous. C'est vous. Quand on recrute par rapport à, évidemment, toutes les compétences techniques que vous pouvez avoir, mais de toute façon, vous n'avez peut-être pas toutes. Bah oui, évidemment, cette fameux mouton à 5 pattes. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est vous. C'est votre personnalité, c'est votre motivation, c'est votre driver du matin. C'est tout ce que vous faites autour. Et j'ai envie de dire que c'est une personnalité que l'on va recruter. Et même si, effectivement, sur telle compétence, on l'a pas. Et alors, où est le problème? Parce que vous allez l'apprendre, la compétence. Voilà. Et que vous le savez. Si on vous demande telle et telle chose, oui, sur les 5 items, vous en avez 4. Le reste, c'est votre personnalité qui fait la différence. Et la 5e, vous l'apprendrez. Voilà, tout simplement. C'est vous qui faites la différence. Un petit mot aussi d'encouragement, c'est qu'il y a beaucoup des métiers qui émergent, qui sont assez récents, ce qui fait que de toute façon, le profil recherché, souhaité par les RH, etc., il n'existe pas. Donc vous avez toute votre chance aussi d'aller passer un test, montrer votre savoir-faire, montrer au moins sur une partie des compétences en effet que vous les avez, votre envie, votre écoute des besoins de l'entreprise, mais parce qu'il y a bien une recherche d'un profil très complet, sauf qu'il n'existe pas et c'est pour ça qu'il se forme. Et il y a un enjeu de pénurie sur beaucoup de ces métiers-là. Donc il y a aussi une carte à jouer là-dessus. Et l'entreprise qui a vraiment des besoins finit par se dire « Ok, j'ai pas pris mon bac plus 5 absolument avec telle et telle compétence, mais cette personne-là, finalement, les tests techniques, elle les passe, elle a une expérience autre qui vient apporter une richesse, etc. » Donc il faut y aller, il faut oser. Et nous, souvent, on accompagne avec des acteurs comme Proactive Academy ou d'autres. Un mot pour conclure. Juste un mot. Effectivement, je dis qu'il faut aussi avoir une dynamique de formation et en termes d'action, la même démarche que les recruteurs. La même démarche d'analyse des profils, le même réflexe en matière de projet professionnel, une même vision à 360 degrés qu'on est censé vous donner dans un processus de formation en termes de coaching ou de mentoring pour affiner, je dirais, cette démarche-là de recrutement. Peut-être proposer aussi les mêmes outils, qui sont des outils en matière de potentiel, de talent, pour essayer de vous mettre à l'épreuve en amont, avant l'entretien. Il y a une start-up américaine qui s'appelle Skills Up, qui, elle, prépare 15 minutes avant l'interview de décideurs, en ligne, pour vous préparer presque à 90% à l'entretien de recrutement. Et c'est un enjeu majeur. On doit avoir ça dans le processus de formation, et pas uniquement. Ou alors, il faut faire un mapping, une cartographie des compétences qu'on va mettre en place dans un dispositif de formation pour dire on a couvert au moins 80%, 75%, je dirais, des compétences dont vous avez besoin pour rebondir sur l'offre. Après, effectivement, il y a l'aspect confiance en soi, personnalité, etc. Mais in fine, aujourd'hui, dans un problème, dans une démarche de digitalisation, ce qui est très fort et qui rentre en force, c'est cette démarche d'intelligence collective, de collaboration qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'analyse des postes, grâce aux missions, grâce à cette approche très fine qui vous permet de vous positionner et d'avoir le discours qui va avec, je dirais, le poste. Et donc de gagner, comme on dit un peu, en efficacité ou en efficience, si on peut dire ça. Mais c'est comme ça qu'on arrive à combattre. Mais en même temps, aujourd'hui, inviter les acteurs du recrutement à comprendre ce que nous faisons à l'intérieur de la démarche de formation, des processus de formation continue, innovants, etc., et
d'accompagnement, y compris de mentoring et de réponse à leurs enjeux, est une démarche aussi tactique. Donc on doit être aussi tactique que les recruteurs. On fait tactique. Et puis une des raisons pour lesquelles, ce sera pour conclure cette table ronde, vous êtes tous réunis là ce soir, c'est il y a 1 an et demi, je faisais une présentation à des jeunes qui ne trouvaient pas de travail, qui étaient un peu désabusés, qui se demandaient comment ils allaient arriver sur le marché de l'emploi. Ils étaient vraiment, ils faisaient vraiment de la peine à voir. Je leur dis pourtant, vous avez quand même aujourd'hui une belle opportunité, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ne nécessitent pas de diplôme. Vous pouvez aller dans un Fab Lab, éventuellement vous former sur le terrain, à l'exercice de l'impression 3D, à la modélisation. Il n'y a pas forcément de diplôme spécifique pour les métiers de forgeur numérique, de facilitateur. Et je leur montre à quoi ressemble une imprimante 3D. Et en fait, je réalise qu'aucun n'avait jamais vu ce qu'était une imprimante 3D. Et là, je me suis dit, on a quand même un travail d'évangélisation à faire auprès de ces publics sur ces métiers, sur ces nouveaux métiers qui sont à découvrir. Merci à tous pour cette table ronde.